travaille beaucoup sur les questions de violence, notamment de violence urbaine en Afrique, ainsi que sur les questions de protection sociale dans un contexte où il n'y a pas de salarié. Donc aujourd'hui, en fait, ma communication aujourd'hui porte donc sur le lien entre le VIH-Sida et les sciences sociales. Je vais vous parler en fait des hommes, de la participation des hommes dans le processus de lutte contre le VIH-Sida au Tchad. Christophe Broca a marché sur Madame, comme on le dirait via l'onde. Donc en fait, cette communication va essayer en fait de comprendre, de nous expliquer qu'est-ce qui explique l'inertie, le silence et la faible présence des hommes dans la lutte contre le VIH-Sida au Tchad. Notre terrain le village-ville de Kombra, situé au sud-ouest du Tchad, avec un taux de prévalence avoisinant les 9,7%, pour un taux national de 2,3%. Et cette ville est connue pour l'inertie, le silence des hommes et le dynamisme des femmes dans la lutte contre le VIH-Sida. Notre communication sera donc divisée en 4 points, ce seront devoirs. Dans le premier point, nous allons vous montrer en quoi consiste cette inertie, ce silence des hommes. Dans le second point, nous allons voir en quoi, en fait, mais pas pendant longtemps, nous allons voir que les outils de lutte contre le VIH-Sida sont focalisés sur la féminité. Et on a une sorte de déni de la masculinité. Dans le second point, nous allons aussi voir en tant que tel que la question centrale en fait du VIH/SIDA est la question sexuelle. Or, en pays SAR, tout ce qui est sexuel relève essentiellement de la féminité. Et donc, les hommes ne peuvent pas vraiment en parler et se sont un peu éloignés. Mais nous verrons aussi que les dispositifs en fait, de lutte contre le VIH/SIDA ont largement participé aussi à ce mouvement. Enfin, nous allons voir aussi éventuellement que ces dispositifs sont axés sur l'individu membre d'un groupement ou d'une association. Or, le comportement agrégatif des hommes est très, très rare au Tchad et surtout à Kombra, et cela à cause des questions politiques que nous verrons un peu plus tard. Donc les données de l'enquête sont issues d'un terrain qui a été effectué à Kombra donc, entre 2012 et 2015. Nous avons eu à participer à des séances de sensibilisation de masse, à des observations, des séances de conversation communautaire. Nous avons aussi eu des entretiens avec des hommes, des responsables d'associations et autres. Donc, la faible participation des hommes. Donc, Kombra, comme je vous l'ai dit, a un taux de VIH/SIDA qui avoisine les 10% pour une moyenne nationale de 2,3%. Et ce niveau de prévalence fait de Kombra l'une des cibles privilégiées des institutions et initiatives de lutte contre le VIH/SIDA. Bien que ce niveau de couverture de Kombra soit les mêmes, en fait, sont identiques à ceux de localités connaissant les mêmes taux de prévalence, la ville détonne par le silence des hommes et la forte participation des femmes dans la lutte contre le VIH/SIDA. Cette participation se mesure par 3 types d'indicateurs. Il y a d'abord le recours au centre de dépistage gratuit et au centre de distribution des ARV. Il y a aussi, le second type, c'est la présence aux sensibilisations de masse, aux séances de conversation communautaire, aux séances de causerie débat, et aussi l'accès au crédit octroyé dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. Enfin, le troisième type d'indicateur en fait, de participation. Le troisième type est l'agrégation en association,
la prise d'une position politique et médiatisée sur la question du VIH et le rôle de médiateur au sein d'une communauté. Le silence des hommes, en fait, à Combra se caractérise d'abord par l'inexistence d'associations à base masculine dans le paysage associatif, ou la faible présence, en fait, d'adhérents masculins dans une association de lutte contre le VIH-Sida. Au contraire, le dynamisme des femmes fait d'elles, en fait, des médiateurs de VIH-Sida au sein de leur communauté, et aussi des médiateurs à part entière au niveau local. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on est dans une société où l'activité politique relève exclusivement de la sphère masculine. En pays SAR, donc à Combra, c'est que les femmes ne prennent pas la parole en public. Et tous les postes politiques qui existent dans le gouvernement entre guillemets traditionnel, vous avez l'Ombang en fait qui est l'autorité principale, donc, et son cabinet qui est composé de ses ministres, de ses mous, sont essentiellement des hommes. Et cette configuration, cette division de l'activité fait que les hommes sont ceux qui détiennent le pouvoir politique à Combra, mais aussi fait des hommes des interlocuteurs privilégiés, des acteurs externes, et qui seraient dans ce cadre-là les différentes initiatives et organisations qui viennent pour lutter contre le VIH-Sida. Cependant, force est de constater qu'aucun homme n'est présent, malgré que le VIH-Sida relève essentiellement d'une question politique à Combra. Autre chose, c'est que les hommes aussi fréquentent rarement les centres de dépistage volontaire et les centres de distribution des ARV de leur localité, tandis que les femmes, effectivement, ils sont massivement représentées. Au sujet des fréquentations des centres de distribution des ARV, nous avons interrogé un expert qui travaille sur les questions de politique de santé de la région. Mandoul, c'est là où est situé Combra. Et il nous affirme que depuis la décentralisation des centres ARV, la plupart des hommes préfèrent aller prendre leurs médicaments dans des localités éloignées de leur zone de résidence pour cacher leur sérologie. Il y a également des hommes qui voyagent tous les 6 mois. Ils vont stocker leurs médicaments et les prennent en cachette. Ils sont en bonne santé et personne ne le sait. La stratégie en fait de secret se concrétise également par un langage en code secret entre malades hommes. Donc, l'homme malade qui n'arrive pas à se procurer les médicaments le dit à ses amis, il dit « Konom yem insem », ça veut dire que j'ai ma crise d'épilepsie. Donc, il y a des codes secrets au niveau de langage. Mais il faut savoir qu'en fait, que l'utilisation du code secret au niveau du langage relève essentiellement d'une norme de masculinité à Combra, qui est un pays SAR. Parce que le rite d'initiation qui permet donc en fait d'acquérir le statut d'homme, la masculinité en pays SAR, comporte aussi l'apprentissage d'une langue secrète qui n'existe que seuls les initiés comprennent. Donc là, on est vraiment dans la mobilisation de code de la masculinité. Enfin, la faible participation des hommes est illustrée par le fait qu'ils ne bénéficient pas de crédits octroyés dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Donc, il y a effectivement des dispositifs de lutte contre le VIH-Sida qui octroient des crédits aux malades, aux personnes, à des groupements, mais aucun homme n'en bénéficie. Cette faible participation des hommes à la lutte est traduite de diverses manières. Dans l'opinion commune, elle est interprétée comme de l'égoïsme ou traduite dans une vision psycholysante de lâcheté masculine. Les femmes sont courageuses, elles sont pour la vie, elles font avancer les choses. C'est des discours qu'on entend souvent. Et les hommes sont lâches et égoïstes. C'est eux qui tuent les gens. Cette faible participation peut, de prime abord, s'expliquer par le fait que les hommes, étant moins touchés par l'épidémie, sont moins objets de sensibilisation et donc se trouvent moins informés, moins intéressés. Néanmoins, les différences de séroprévalence d'environ un point, notamment en Combra, parce que vous avez un taux de séroprévalence de 10% pour les femmes et un taux de séroprévalence de 8%, 8,4% pour les hommes,
ne sont pas aussi grandes pour justifier un tel écart de participation. Par ailleurs, comme je l'ai signalé un peu plus tôt, c'est que la participation à la lutte contre le VIH/SIDA est une initiative essentiellement politique, donc qui relève essentiellement du domaine des activités de l'homme, de la masculinité. En partant aussi des travaux de sociologie de la santé, on peut aussi dire en fait que les hommes aussi, c'est surtout les femmes, mais ça a déjà été dit plusieurs fois, qui sont objets des études et des sollicitations des études, et le point de mire des études en sciences sociales qui établissent le lien entre le VIH et le SIDA, mais en sciences de la santé en général. Donc je vous renvoie à tous ces travaux, toutes ces études qui ont montré que la femme constitue un objet d'étude par excellence de la médecine. Et quand on voit en fait dans les documents et les pratiques au Tchad, l'idéal type du malade du VIH, tel qu'on le voit dans ces documents et ces pratiques, c'est la femme victime de discrimination de la part de son époux, de sa belle famille et de sa propre famille. Mais il y a tout un silence documentaire et de pratique sur les hommes. Pourtant, il est reconnu en tant que tel que les hommes font partie aussi des groupes les plus vulnérables, peut-être les hommes en tenue ou les routiers. Donc il y a une certaine forme de silence documentaire sur l'homme. Ce silence documentaire sur l'homme peut aussi s'expliquer par la nouveauté ou le balbutiement des sciences masculines, des études masculines en Afrique francophone. À propos de ça. Moi, je pense qu'il faut plus voir dans ce retrait ce silence des hommes et ce retrait, un retrait volontaire qui a comme enjeu la préservation et le maintien de leur identité masculine des Dungamsar. Parce qu'en pays Sar, en fait, on est Sar parce qu'on est homme. On est Sar parce qu'on est un homme, mais on est Sar aussi parce qu'on est fille d'un initié, donc d'un homme. Or, la difficulté avec le VIH/SIDA, c'est qu'il pose un hiatus sur la question de la sexualité. Pour devenir un homme en pays ça, il faut donc avoir plusieurs compagnes. Donc, être dans la lutte, être dans le marché le marché matrimonial. Donc un homme ça, par excellence, et cet homme-là qui a plusieurs compagnes, qui pratique la polygénie. Or, reconnaître en tant que tel qu'on est victime de VIH/SIDA, qu'on a la maladie, suppose qu'on ne peut pas, en tant que tel, participer à cette course de la polygénie. Donc, on ne peut pas être homme. Donc, c'est cela qui explique en général le retrait et le silence des hommes par rapport à la lutte contre le VIH/SIDA. Sinon, je n'ai plus beaucoup de temps, mais on va aussi voir en fait que les outils en tant que tels, on voit une certaine forme d'invisibilité des hommes dans les outils de lutte contre le VIH/SIDA. Il y a un mélange de genres, une utilisation de la musique qui est tout à fait anonyme, alors qu'on est dans un espace où la musique est genrée. Donc il y a des instruments pour hommes, il y a des instruments pour femmes, il y a des sons pour hommes, il y a des sons aussi pour les hommes. Les instruments de lutte contre le VIH/SIDA mélangent les genres. Donc quand vous avez une séance de sensibilisation de masse, vous avez là des hommes, des femmes, des enfants qui sont mélangés. Or, cela ne se fait pas en pays Sar. L'homme, en tant qu'homme, occupe son espace qui est différencié, éloigné de la femme ou du non-initié qui n'est pas un homme, et des enfants, ce qui n'est pas pris en compte dans le cadre des séances de sensibilisation de masse. Il y a aussi les questions de conversation communautaire aussi, qui supposent des postures assises, qui sont essentiellement aussi des postures essentiellement féminines en pays Sar. Donc, je ne vais pas beaucoup plus continuer, mais on voit en tant que tel que, au-delà du fait que les politiques et les dispositifs de lutte contre le VIH/SIDA soient orientés vers la féminité, il y a aussi également un retrait des hommes en fait par rapport aux questions de VIH/SIDA. C'est un retrait qui a comme objectif la préservation de leur identité d'homme.
Et c'est de là que je m'arrête, mais je souhaiterais vraiment aussi, à la fin de mon exposé, peut-être rencontrer aussi parmi les participants, parce que l'étude a comme vocation une certaine forme de comparaison, pour lequel nous allons aussi éventuellement discuter aussi de ce lien entre masculinité et VIH/SIDA. Merci bien.